Bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc notre rendez-vous Archimède, Aléa, consacré aujourd'hui à la question des rapports entre travail et culture. Alors nous avons la chance d'accueillir Nicolas Naudet, qui va se présenter sous l'égide de cette association Travail et Culture, dont il est plus que l'animateur, le directeur. Entre guillemets, canal historique, au sens où il a toute l'histoire en mémoire, mais il nous parlera aussi des actions qu'il a pu mener ces dernières années, voire ces tout derniers mois, et les perspectives qu'il se donne pour travailler notamment la question de l'orientation des jeunes en particulier, comment choisir sa vie, comment choisir sa voie, bref, l'orientation des jeunes sur le plan professionnel et scolaire. Je lui laisse immédiatement la parole pour se présenter. Alors bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Nicolas Naudet, je suis effectivement directeur d'une association régionale qui s'appelle TechCRIAC, donc Travail et Culture, Centre de recherche et d'innovation artistique et culturelle du monde du travail. On va dire Travail et Culture, c'est plus simple. Alors c'est une drôle de structure puisque l'association Travail et Culture a décidé de dédier son activité à la question du travail. Alors c'est un objet un peu singulier pour une structure d'éducation populaire, de développement culturel et de création artistique. Parce que le travail est trop peu souvent saisi pour ses multiples potentialités culturelles. On en parle souvent pour ses aspects économiques et sociaux, et moins pour ses dimensions culturelles. Alors c'est un petit peu, parfois un petit peu compliqué d'expliquer les fondamentaux de l'association Travail et Culture, qu'ont à voir le travail et la culture finalement. Ça pourrait être une question posée de façon très simple. Nous, on considère que d'abord, ce sont les personnes qui sont porteuses et productrices de culture. Alors, on n'invite pas le fil à couper le beurre, l'éducation populaire ou l'action culturelle avec ça, mais en tout cas, c'est un des fondamentaux. Et puis, le deuxième présupposé sur lequel on base l'action de l'association, c'est que le travail lui-même est porteur et producteur d'une culture. Alors là, ça se complique un peu. Donc, je vais essayer d'éclairer un peu ce petit précepte théorico-philosophique. On pense que le travail est lui-même porteur et producteur de culture, dans le sens où au travail, on développe une activité. Alors quand on dit ça, on dit que c'est pas rien quand même, ça peut paraître simple sur le plan dit comme ça de façon très, très rapide, mais c'est extrêmement compliqué. On développe une activité, et l'activité de travail, c'est quand même quelque chose d'assez singulier et d'extraordinaire. C'est la façon dont individuellement et collectivement, on projette une énergie dans le réel pour pouvoir le transformer. Ce qui, vous l'avouerez, n'est pas tout à fait rien quand même. Et puis, au travail, quelles que soient les conséquences de cette transformation d'ailleurs, je ne juge pas le degré de changement de cette énergie projetée dans le réel. Je ne dis pas qu'elle est positive ou négative, en tout cas, elle est là. Et il s'agit de s'y intéresser. Et puis, au travail, on développe des savoirs, des savoir-faire. On apprend des choses. On acquiert des connaissances. Et ça aussi, pour nous, c'est comme l'activité de travail, l'activité qu'on exerce, une dimension culturelle au sens large du terme. Et puis au travail, enfin, on rencontre autrui. On rencontre un autre qu'on souvent n'a pas choisi. C'est pas la famille, c'est des collègues, c'est d'autres gens. Et on fait l'expérience du collectif de travail. Et ça aussi, pour nous, c'est une dimension culturelle du travail. Et enfin, et je fermerai le banc, rassurez-vous, au travail, on construit un corpus qui peut représenter une mémoire sociale ou professionnelle, qu'on peut même transmettre. Et ça aussi, pour nous, c'est une dimension culturelle du travail. Donc, pour toutes ces raisons-là, et quelques autres, pour nous, le travail est EST, culture. Très bien. Alors, vous contribuez à réenchanter le travail, parce qu'aujourd'hui, le travail est associé au chômage, il est associé au non-emploi, il est opposé au loisir, comme si on se réalisait dans ses loisirs et que le travail était associé à la pénibilité. Enfin bref, comment vous pouvez articuler les différents imaginaires du travail, parce que le travail reste encore dans nos sociétés modernes ou postmodernes un vecteur essentiel de réalisation de la personne. Alors c'est intéressant votre question parce que on a construit ou redéployé le projet de l'association autour d'une idée qui est que le travail concerne évidemment les personnes qui sont dans les quatre murs de l'entreprise, les salariés et puis les gens qui ont des statuts
autres ou apparentés, auto-entrepreneurs, fonctionnaires, etc. Les gens qui sont au travail. Mais on a considéré que le travail donc on a considéré que le travail concerne effectivement les salariés et les personnes au statut similaire ou équivalent, auto-entrepreneur ou fonctionnaire, etc. Mais que le travail concerne aussi directement ou indirectement toute une série de publics, de personnes qui sont pas forcément au travail. Donc on va aller là s'intéresser à la façon dont des jeunes imaginent, se représentent le travail, qu'on soit collégien, lycéen, lycée professionnel, en insertion sociale, sous l'égide d'une mission locale ou jeune apprenti. On va aller travailler avec des personnes qui ne sont plus au travail, donc voilà, des personnes qui sont sans emploi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, ça veut dire qu'ils sont sans emploi. Et là aussi, on y reviendra peut-être, c'est une nuance d'importance, puisque dans nos sociétés, on confond souvent la notion de travail et d'emploi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, nous, on a essayé de contourner l'obstacle, d'élargir un peu le prisme de notre activité, en se disant que le travail concerne évidemment les gens qui travaillent, mais aussi toute une série de territoires, je vais dire territoires au sens sociologique du terme, qui sont directement ou indirectement concernés par cette question-là. Alors, vous dites le travail. Est-ce que le travail, vous le conjuguez au pluriel? Je m'explique. Est-ce que vous travaillez sur les représentations sociales du travail? Parce qu'on peut dire que le travail est genré. L'activité de travail des hommes et des femmes ne sont pas équivalentes, ni en termes de rémunération, ni en termes de statut, ni en termes de distribution sur les différents secteurs d'activité professionnelle. Quelle articulation entre les jeunes et les moins jeunes? On sait très bien qu'en France en particulier, il y a une difficulté d'accéder à la formation professionnelle à partir d'un certain âge, c'est-à-dire quand on rentre dans la deuxième, voire a fortiori dans le troisième tiers de carrière. Voilà, comment vous pluralisez en quelque sorte cette notion très générale du travail? Alors on la pluralise en allant justement chercher dans des milieux sociaux, dans des territoires très différents, la façon dont les personnes, individuellement ou collectivement, se représentent ce qui leur arrive dans le travail. Alors pour ça, on va mobiliser des artistes et des chercheurs qui vont aller non pas observer de très loin, de façon très macro, ces enjeux, mais aller au contraire de façon très, très inductive, se mettre à l'écoute en fait, à l'écoute de ce qui se vit, de ce qui bouge, de ce qui fait enjeu dans le travail d'aujourd'hui, en se mettant à l'écoute en fait, à la fois des jeunes lors de leur première expérience de travail, puisqu'on mène actuellement un grand projet régional depuis 2016 qui s'appelle Des mots aux gestes du travail, où on explore les imaginaires, les représentations des jeunes, que les jeunes ont du travail. On va se mettre à l'écoute aussi de salariés dans les entreprises en mobilisant des artistes qui vont être, alors on dit en résidence dans notre jargon de cultureux, c'est-à-dire qu'on va les mettre non pas en résidence à la Villa Médicis à écrire sur une table tout seul, mais on va les immerger en fait dans un milieu de travail. En les accompagnant à la rencontre en fait de ces salariés. On a par exemple un danseur chorégraphe qui s'appelle Alejandro Rousseau, qui est en ce moment en résidence, donc il rencontre une équipe de salariés de l'entreprise Stellantis à Trissin-Léger, qui fabrique des boîtes de vitesse, et Alejandro rencontre ces salariés régulièrement, leur parle, échange avec eux, essaye d'apprendre comment ils font leurs gestes, comment ils singularisent leurs gestes dans un milieu de travail qui est extrêmement normé. Une entreprise automobile, il n'y a rien de plus normé. On est chez M. Taylor et chez M. Ford encore, même si c'est 2.0. Et donc voilà, mais en tout cas, cette expérience sensible de l'activité de travail, cette relation directe avec l'activité, on la recherche aussi. On a aussi deux autres artistes dans la même entreprise qui dont lui est photographe et elle designeuse architecte. Travaillent, on fait leur nid et on construit un atelier de travail. Puisque dans cette usine où tout est normé, où il est difficile de parler aux salariés parce qu'ils sont au travail, difficile de les interpeller, ils ont décidé de créer un atelier de travail, de création, une ligne, une chaîne. C'est plus une chaîne de montage, c'est une chaîne de création artistique qui interpelle les ouvriers, les salariés qui sont là et qui viennent eux-mêmes
leur parler et entrer en relation. Donc la solution a été trouvée de contourner cet obstacle de ne pas avoir accès à la parole de ces salariés. Et donc, plutôt que d'avoir accès à la parole des salariés, on leur propose en fait un espace où ils viennent parler. Donc voilà, il y a aussi pour répondre à votre question qui est un peu complexe, mon cher Francis, on essaie de s'immerger dans des contextes territoriaux, dans des contextes sociaux, professionnels différents, en essayant d'adapter les formes d'intervention à ces contextes. Il est évident que pour travailler sur l'imaginaire du travail chez les jeunes, on va mobiliser en fait des formes artistiques et de recherche qui vont être un peu différentes de quand on travaille avec des artistes en résidence dans des lieux de travail. Ça va être des formes qui vont être mobilisées, qui vont être singulières, différentes et surtout adaptées au contexte et à la recherche. Très bien. Alors, je vois bien comment cette activité de travail est insérée dans des univers sociaux différents. Bon, d'abord, ceux qui exercent cette activité, donc par exemple les ouvriers ou les employés eux-mêmes, mais ça peut être les cadres, les ingénieurs, peut-être, vous nous direz. Les chercheurs, je suppose que les chercheurs, ils sont ouverts aux perspectives que vous développez, mais je me dis que le travail, c'est aussi un objet pour les forces syndicales, pour les représentations syndicales. Or, on sait qu'en France, notamment, il y a une tradition quand même assez conflictualiste sur le travail. Il n'y a pas une unité de vue, mais il n'y a même pas une unité de combat et de lutte. Il y a différentes sensibilités idéologiques et politiques. Donc, est-ce que cette dimension conflictuelle de la représentativité du travail en dehors des gens qui font ce travail et en dehors de ceux qui l'étudient, je pense aux chercheurs, comment vous vous situez par rapport à l'univers syndical, au sens le plus large du terme ? Alors c'est encore une bonne question. On essaie, c'est compliqué parce que, comme je le disais, pour accéder à l'activité de travail, encore faut-il pénétrer dans l'univers de travail. Or, vous le savez que la propriété privée est quelque chose, alors pour le meilleur et pour le pire, je ne vais pas me prononcer là-dessus, est quelque chose qui existe. Et donc on ne peut pas accéder à un milieu de travail sans demander l'autorisation au propriétaire. Le propriétaire, c'est le directeur de l'usine, c'est dans le meilleur des cas, c'est le fonds de pension à laquelle appartient l'usine parfois, c'est les actionnaires. Donc voilà, pour vous dire la complexité en fait d'accéder en fait à des milieux de travail. Dans ce cadre-là, effectivement, nous on va questionner la question de l'activité. Comment les gens font leur travail ? Qu'est-ce qui est singulier dans leur geste, que ce soit un geste physique ou un geste mental, qui me paraît une dimension assez subversive en fait finalement. De la dimension de cette dimension-là me paraît assez subversive dans le travail. Et donc on va plutôt insister sur cette dimension-là que sur les rapports sociaux. Ça ne veut pas dire que on ne travaille pas avec l'univers syndical. À d'autres moments, je pense à un très beau projet qu'on a mené avec le comité d'entreprise de la SNCF. Le CSE maintenant, alors ça ne s'appelle même pas CSE la SNCF, c'est un peu compliqué depuis que la loi a changé, qui se questionnait sur, vous parliez tout à l'heure de la question du genre, en tout cas de l'égalité ou de l'inégalité femmes-hommes dans le travail, qui avait une commission égalité professionnelle, qui se questionnait en fait sur le travail des femmes à la SNCF. Et donc leur idée était que pour rendre visible en fait les enjeux liés à ce questionnement, il était intéressant de retourner le principe du calendrier. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu basique et direct. Hein. Le calendrier, alors on pense tout de suite au calendrier Pirelli qu'on a dans les camions qui font de la femme une femme objet. Et donc eux ont eu l'intelligence de se dire on va retourner cet objet, on va y retourner le stigmate, hein, on va retourner la perspective et créer un calendrier sur 12 mois avec 12 femmes, 12 métiers à l'honneur qui mettront en visibilité la pluralité des métiers exercés par les femmes à la SNCF, qui ne sont pas juste des hôtesses ou des contrôleurs dans les trains, qui font une multiplicité de métiers. Et ça, c'est intéressant de le mettre en visibilité. Donc, on a répondu à cet enjeu en leur disant, ce qui serait intéressant, si vous parlez de visibilité ou de représentation, c'est qu'il y a un photographe et une journaliste qui aille à l'entretien et à la prise de vue auprès de ces métiers. Donc on a traversé des univers professionnels très différents. Je pense notamment à une jeune salariée qui était chef d'équipe de nuit
dans les changements d'aiguillage. Donc en fait, elle menait des chantiers de nuit. Hein, il y avait, une vingtaine de bonhommes, tous des hommes, des techniciens hyper pointus. Et elle manageait en fait toute cette équipe-là. Et c'était assez intéressant de mettre en visibilité cette femme, avec ses savoir-faire d'organisation, de manager, pouvait manager 12 bonhommes avec aussi leur talent, leur précision et leur savoir-faire. Donc ça, c'était une commande. En tout cas, c'était un projet qu'on a tricoté avec ce comité d'entreprise. C'est pour vous répondre un peu à votre interrogation sur comment est-ce qu'on essaie de tricoter notre chemin en fait dans le travail. Entre dans des rapports sociaux qui ne sont pas toujours évidents. Parce qu'effectivement, si on arrive dans une entreprise et qu'il y a des rapports sociaux dégradés, avec des conflits avérés, ça va être compliqué de travailler. Tout à fait. J'entends bien que le travail est un enjeu extrêmement riche, parce qu'il est polarisé de différentes manières, à travers le genre, vous l'avez dit, à travers les hommes et les femmes, à travers les jeunes et les moins jeunes, peut-être qu'on pourra y revenir. Est-ce que le travail est une affaire uniquement de jeunesse, ou est-ce que l'activité que vous menez, qui contribue à une meilleure réflexivité en fait du travail, permet de voir aussi comment on vieillit au travail, comment on peut se préserver, se prémunir des accidents du travail, par exemple, parce que je sais que dans la région, pour tout ce qui est emploi industriel en particulier, il y a une lutte contre les accidents du travail, et l'orientation professionnelle, par exemple, il y a lutté par une meilleure adaptation des jeunes à des postes de travail. Donc voilà, ma question, c'est de savoir, d'abord, je trouve tout à fait important en discussion de souligner qu'il y a vraiment un apport très ouvert sur cette question du travail, parce qu'on imagine en premier plan que ça peut intéresser des économistes, bien sûr, des psychologues, des sociologues, des spécialistes de sciences politiques, parce que, comme vous l'avez dit, il y a des enjeux multiples, mais aussi des historiens, des ergonomes. Mais j'aurais pas spontanément imaginé qu'un photographe puisse contribuer à un changement de regard sur le travail. Et je trouve que ça, on peut même l'étendre. Peut-être la littérature peut nous aider aussi à modifier notre regard, la poésie, enfin bref, tous les arts. Et je pense que notre proximité, notamment, on a la chance d'être dans une métropole où il y a plusieurs grands musées. Celui de Roubaix, bien entendu, ex-piscine, celui de Lille, évidemment, mais aussi le musée d'art brut, le musée d'art moderne, ici à nos portes, le LAM. Donc, je crois que c'est vraiment intéressant de souligner que les disciplines académiques, bien sûr, peuvent contribuer à éclaircir l'énigme du travail, au sens humaniste du terme, mais aussi on peut déplacer les lignes, déplacer les regards, éclairer les enjeux en faisant appel à la littérature, aux beaux-arts et à la photographie en particulier. Je trouve que ça, c'est un acquis important de notre réflexion. Habiter avec mes mains d'or, travailler encore, Voilà, je vous rends la parole sur peut-être tel ou tel éclairage que vous souhaitez apporter. Oui, comme on est dans une université, parce que Radio Campus est au cœur de l'université, et que vous-même vous êtes universitaire et chercheur, il m'a semblé important de peut-être de mettre l'accent sur un projet que nous menons, j'y ai fait référence tout à l'heure, qui s'appelle Des mots aux gestes du travail, qui est un grand projet régional qui tente d'explorer les imaginaires du travail des jeunes aujourd'hui. On est parti d'un petit présupposé, parce qu'on réfléchit avant de se lancer. Nos projets sont toujours en incubation pendant 4, 5, 6 mois avant de mettre le moins d'intervenants sur ces affaires. On s'est dit, tiens, il y a beaucoup de choses qui se disent dans l'espace public sur la façon dont les jeunes entretiennent un lien ou des liens avec le travail, des choses qui sont parfois intéressantes, parfois moins intéressantes, parfois ils se disent des grosses bêtises. Et la seule chose que nous on postulait, c'est qu'on ne savait pas grand-chose finalement. On sait qu'on ne sait pas. Et donc on va aller explorer, on a décidé d'aller explorer ces imaginaires pour savoir de quoi ils sont faits. Qu'est-ce qu'ils ont aussi à nous apprendre, qu'ont à nous apprendre les jeunes sur le travail d'aujourd'hui. Et donc pour ça, on a mobilisé je le disais tout à l'heure, on adapte à chaque contexte des formes d'intervention culturelle artistique. On fait jamais deux fois la même chose finalement. Et donc on a mobilisé 2 formes artistiques intéressantes et on a créé 2 partenariats avec 2 structures.
Le premier partenariat, ça a été de travailler avec un collectif extrêmement intéressant et innovant qui s'appelle Étymologie Poétique, qui est un collectif transdisciplinaire, transmédia, qui est animé par Thierry Duira, qui est au départ un homme de scène, danseur, chorégraphe et comédien, et qui s'est passionné pour les mots et pour les dictionnaires de la langue française. Donc il a commencé à faire des recherches sur le sens des mots, sur leur évolution. Et en 2016, on s'est rencontrés, on a décidé de travailler, on l'a invité à travailler sur le rapport travail et jeunes. Il a plongé dedans tout de suite. On a designé ensemble des choses qui n'existaient pas, des modes d'intervention culturelle qui n'existaient pas avant, que sont des ateliers d'étymologie poétique. Alors, qu'est-ce qu'un atelier d'étymologie poétique ? C'est assez simple. On travaille avec un groupe de jeunes, que ce groupe de jeunes soit des collégiens en classe de 3e, des lycéens en lycée classique ou en lycée professionnel, des jeunes apprentis, des jeunes salariés, des jeunes étudiants en études supérieures. On travaille avec eux pendant 2 heures, pendant 3 heures, jusqu'à épuisement des sujets et du sujet, en leur demandant en amont, à eux ou à leurs encadrants, à eux ou aux institutions qui les encadrent, 1 ou 2 mots auxquels ils sont particulièrement liés dans l'univers du mot travail. Pas le mot travail lui-même, mais tous les mots qui sont, alors il y en a pléthore, hein, qui sont liés au mot travail. Par exemple, les apprentis du Tour de France de Villeneuve-d'Ascq avaient envie de travailler sur les mots innovation et tradition. On voit bien que là, il y a un rapport presque intime à ces mots et à ce qu'ils veulent dire. Le collectif Étymologie Poétique, en amont, travaille sur ces questions-là, vont chercher dans les dictionnaires de la langue française ce que ces mots nous disent, ce que la civilisation nous en dit, comment ces mots ont évolué. Et à partir de tout ce savoir, ils viennent animer un atelier d'étymologie poétique pour se mettre à l'écoute de ce que ces mêmes jeunes ont à dire de ces mêmes mots, en fait. De manière à essayer de comprendre en quoi ce que nous dit la civilisation de ces mots et en quoi ce que nous disent les jeunes aujourd'hui de ces mêmes mots s'articulent, rentrent en friction, rentrent en tension, de quoi sont faites ces tensions. Au bout de 2 heures ou 3 heures, à partir de jeux d'écriture, de provocation, à écrire, à s'exprimer, on a une matière énorme qui est enregistrée sur un enregistreur numérique, plus sur des notes de cet atelier d'étymologie poétique, qui est une parole collective en fait, hein, et anonyme, et qui est restituée en fait sous planche 2 ou 3 semaines après, sous planche de facilitation graphique, parce que dans le collectif étymologie poétique, on a des illustrateurs, des graphistes, des journalistes indépendants, des concepteurs d'objets numériques, qui vont travailler sur une planche de facilitation graphique qui dit de façon collective et de façon illustrée ce que ces jeunes avaient envie de raconter, ce qu'ils avaient dans la tête quand ils parlent de ces mêmes mots. Alors cette planche, elle est produite à partir d'une maquette que Thierry Duras fait en direct en fait pendant l'atelier et qu'il demande aux jeunes de valider. Cette même planche de facilitation graphique, elle est que vous pouvez retrouver sur notre site internet travailculture.org. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Il y a un onglet des mots gestes du travail. C'est très très bien fait. Vous pouvez voir le livre issu de cette aventure qui est en ligne en version numérique. Et donc cette même planche de facilitation graphique, elle est restituée à ces mêmes jeunes 2 ou 3 semaines ou 1 mois après pour qu'ils valident bien en fait ce qui a été dit. J'aime bien raconter une anecdote. Il y a des lycéens au lycée professionnel à Saint-Omer qui étaient en formation d'agent de maintenance. Hein, c'est des jeunes qui plus tard vont faire de la maintenance de machines, du suivi de machines. C'était 12 jeunes hommes. Et donc l'atelier se passe, la planche de facilitation graphique sort, elle est restituée. Ils ont travaillé sur hommes et machines. Et puis un des jeunes regarde la planche et dit mais monsieur, à Thierry Duras, mais monsieur, il l'interpelle en disant mais monsieur, les bonhommes que vous avez dessinés, il y a des femmes dedans. Mais nous on n'est pas des femmes, on est des hommes en fait. Ce métier, alors ça veut dire quoi ? C'est un métier d'homme, c'est un métier de femme, on en rediscute 2 minutes. Ça sert à ça aussi en fait, de restituer la planche. Ça sert à recréer du débat et à se re-questionner. Évidemment, l'illustrateur elle a pris des libertés et elle fait des femmes. Non, il n'y avait pas de femmes dans le groupe. Donc voilà, la question du genre, on en parlait tout à l'heure ensemble, Francis. Et la question des couleurs aussi. Il regarde la planche et dit, vous nous avez fait des blouses blanches. Mais nous, on n'est pas en blanc, on est en bleu en fait. Hein. Et le bleu de travail, c'est une signification. Alors, historique, dans le travail, anthropologique, quoi. Et là, pareil, on a dit, nous, on n'est pas médecin ou infirmière. Nous, on est des ouvriers et on est agents de maintenance dans une usine. Donc là aussi, ça permet de retravailler et de reparler de ces questions-là.
Donc voilà, le premier mouvement de ce projet d'étymologie du travail, c'est étymologie poétique, une parole collective, anonyme, qui est restituée sous forme de planche de facilitation graphique dans un magnifique bouquin qui s'appelle « Quelle est ta vision du travail ?» Et la deuxième, je continue ou pas? Oui, bien sûr, ouais, bien sûr, bon. bien sûr. Et la deuxième forme d'intervention qui est articulée à celle-là, est l'intervention d'un écrivain, poète de la région qui s'appelle Jean-Marc Flao, qui anime des ateliers d'écriture et qui les anime avec beaucoup de maestria. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend très au sérieux en fait cette question de l'animation d'ateliers d'écriture créative. Et là, on demande à ces jeunes non pas d'aller s'exprimer collectivement et de façon anonyme, mais d'aller s'exprimer de façon individuelle et presque intime et sensible sur leur rapport ou leurs premières expériences ou leurs représentations, leurs imaginaires du travail. Et c'est assez intéressant parce que c'est un travail à la fois qui engage le jeune, qui l'engage dans une vision personnelle, singulière de ce que c'est que le travail pour lui, avec la crue des bosses. Hein, on a sorti un petit bouquin qui s'appelle « J'étais presque un ouvrier », qui est une des paroles du jeune, édité aux éditions du Vent Ternier, qui est un très bon éditeur de la région. Je vous recommande ces livres. Et donc dans ce livre, on retrouve une pluralité de paroles. Hein, il ne s'agit pas de positiver le travail à tout prix. Hein. Il y a des choses qui sont extrêmement, parfois dures, parfois violentes, parfois joyeuses dans cet ouvrage. Et en même temps, on travaille la langue. Moi, j'aime bien citer une petite phrase en fait qui est sortie à l'occasion d'un des ateliers d'écriture. Jean-Marc Flao fait l'atelier d'écriture et puis il est fait travailler sur le travail du père ou de la mère. Hein, c'est une des entrées pour explorer l'imaginaire du travail chez ces jeunes-là. Et la jeune fille dit, moi, mon père et ma mère ne travaillent pas. Alors il dit, on va faire le travail de la sœur ou du frère. J'ai pas de sœur, j'ai pas de frère. Voilà, le travail de ton ami. Ah j'ai pas d'amis. C'est pas grave. Essaye de faire quelque chose à la fin de la séance, quand on fait un tour de table et qu'on lit les textes, soit lui-même les lit parce que les jeunes ne veulent pas les lire, soit ils les lisent eux-mêmes. On verra ce que tu as fait. Et puis lui, il y croyait pas du tout. Il dit, à la fin de la séance, est-ce que tu as fait quelque chose? Il pensait qu'elle avait rien fait. Elle a fait, si, j'ai fait quelque chose. J'ai écrit une phrase. Et donc la phrase, je vous la livre, c'est la suivante. L'ami de mon ami vend du pain à Marly. Elle porte un tablier et un petit chapeau. Alors ça a l'air de rien en fait, cette phrase, mais d'abord ça parle du travail, ça parle du costume de travail, ça parle de l'activité de travail. Et en même temps, Jean-Marc Flao écoute en fait la musique de cette phrase et te dit, mais ça me dit quelque chose, ça chante en fait cette phrase. Oui, c'est un alexandrin. Elle avait sorti un alexandrin en fait. Et donc ça dit quelque chose aussi de la façon dont ces jeunes vont chercher dans la civilisation, dans l'histoire, dans la production littéraire, des formes pour s'exprimer, là où on ne les attend pas. Hein, on est passé de moi j'ai pas d'amis, moi mes parents travaillent pas, à l'ami de mon ami vend du pain à Marly. Voilà, moi je trouve ça magnifique. Et je trouve que ça s'articule bien, cette vision individuelle que les jeunes ont, à la vision donc individuelle, sensible, singulière, s'articule bien à la vision collective et liée au sens des mots du travail du collectif étymologie poétique. Tout ça pour vous dire, et après j'arrête avec ce projet, que ces paroles-là sont restituées sous la forme d'un spectacle vivant, d'une performance, parce que ce travail est un travail de territoire. À chaque fois on s'installe sur un territoire, on réunit 4 ou 5 institutions où sont les jeunes, où sont concernés par les jeunes. Donc ça peut être un collège, un lycée professionnel, un centre d'apprentissage, une entreprise. Et à la fin en fait des ateliers, étymologie poétique et ateliers d'écriture créative, on restitue cette parole sur le territoire où elle était produite, devant les intéressés, donc devant tous ces groupes, ce qui permet à tous ces groupes de faire connaissance, puisque finalement les ateliers on les mène de façon individuelle à chaque fois. Et donc cette performance dure 45 minutes, on retrouve Thierry Duras, étymologie poétique, et Jean-Marc Flao sur scène. Parfois des jeunes viennent les rejoindre quand ils sont sécurisés, quand ils ont envie de lire. Et donc Thierry Duras fait une vraie conférence théâtralisée autour de l'histoire et l'étymologie du mot travail dans les dictionnaires de la langue française. Il projette les planches de facilitation graphique qui ont été produites par les jeunes sur ce territoire, et Jean-Marc Flao interprète à hauteur de poète, c'est-à-dire qu'il joue pas avec les mots, il interprète de façon vraiment très respectueuse une partie des textes qui ont été produits sur ce territoire. Très bien. Alors, je pense que vous êtes un peu dans l'esprit de Radio Campus parce que vous libérez les énergies, vous contribuez à la créativité, vous mobilisez différents registres de langage.
y compris le corps en mouvement, parce que j'ai eu le grand bonheur d'être votre invité le vendredi 28 janvier, donc c'est très récent, et j'ai été frappé justement par la manière dont vous mettiez non seulement en image, mais en mouvement. En fait, le travail, c'est le corps en mouvement, et on peut danser sa vie à travers ça. Et vous l'avez montré de manière vraiment très très intéressante. Alors j'imagine que vous avez je cherche un petit peu vos partenaires, vos alliés, puis après je vous poserai des questions sur les sources de financement, parce que j'imagine que tout ça doit mobiliser une énergie et des compétences énormes. Alors pour les partenaires, j'imagine que parce que voilà, nous sommes dans une commune qui s'appelle Villeneuve-d'Ascq, et j'imagine que les compagnons du devoir à Villeneuve-d'Ascq, qui incitent les jeunes à faire un tour de France, voire d'Europe, sont vos partenaires privilégiés, non? Alors, on a des partenaires privilégiés sur chaque territoire. À Villeneuve-d'Ascq, par exemple, on a travaillé avec les compagnons du devoir et du Tour de France. Oui. On a travaillé avec le lycée Queneau. Oui, aussi. Du Pont de Bois, oui, tout à fait. Voilà. Ce qui était assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas... le projet... on met les partenaires à l'aise en leur disant que le projet est déjà financé. C'est-à-dire qu'on arrive et ça nous permet en fait de discuter de l'intérêt des institutions, que ce soit un lycée, un centre d'apprentissage, vraiment pour les enjeux du projet qu'on amène, sans discuter gros sous. Parce que souvent ça masque en fait. D'accord. Quand vous discutez finance en disant voilà ça coûte tant, etc. Alors nous je pourrais pas dire ça comme ça, mais ce luxe-là, dans ce type de dynamique de projet, d'avoir des financements qui viennent d'ailleurs en fait, et qui nous permettent d'entrer en relation directement avec les institutions, lycée, centre d'apprentissage, collège, etc., directement sur les enjeux. Et là, on voit très rapidement si l'équipe éducative, si les encadrants, si l'institution en fait quelque chose en fait, directement. Et donc si on en fait quelque chose directement dans la discussion, on y va. Si on voit que elle est un peu tiède, on n'y va pas. Alors j'imagine que parmi vos sources de financement, d'abord il y a les adhérents, puisque vous êtes une association. Tout à fait. Donc les personnes qui adhèrent à votre association pour différents motifs. Et puis, j'imagine peut-être que les collectivités territoriales ou peut-être le ministère du Travail, pour le coup, ou de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, vous apportent aussi des contributions. Pourquoi pas des contributions aussi européennes, parce qu'on est dans une euro-région. Alors en fait, on a deux types de financement. Je vais aller vite sur la cuisine parce que c'est pas forcément très passionnant. On a des financements liés, mais pas passionnants. Oui. C'est pas passionnant, mais c'est essentiel. Ouais, voilà, on est d'accord. On a des financements au programme d'activité globale de la structure, donc notamment une convention avec la région Hauts-de-France qui est assez importante et qui nous permet de fonctionner. Aussi des subventions du département du Nord et du département du Pas-de-Calais qui nous permettent en gros de mettre en œuvre les activités. Parce que vous doutez bien que je ne suis pas tout seul à travailler dans cette structure. J'ai des collègues, on est 6 équivalents temps plein. Donc ces équivalents temps plein, il faut pouvoir les payer et les faire travailler. Donc ça c'est pour j'allais dire le programme d'activité global. Et après, en fonction de chaque projet, on a des financements dédiés. Donc on va aller chercher en fonction du territoire, des enjeux, du sujet, des institutions qui sont de près ou de loin intéressées par ces questions-là. Sur le projet des mots gestes du travail, par exemple, on a des financements de la Direction régionale des affaires culturelles, des financements de l'ex-ministère de la Jeunesse et Sport. Maintenant, je m'y perds dans les cycles parce que ça change tellement souvent, mais en tout cas, vous m'aurez compris. On a des financements parce que ce projet s'est déployé. Quand je dis que ce projet s'est déployé dans toute la région ex-Nord-Pas-de-Calais, entendons-nous bien, il a été dans le Valenciennois par exemple. Dans le Valenciennois, là on a travaillé encore cette année avec le territoire et l'agglomération Valenciennes Métropole, donc collectivité. Agglomération de Valenciennes Métropole nous a financé une partie du projet sur ce territoire-là. À Maubeuge, puisqu'on travaille en ce moment à Maubeuge, on travaille avec la cité éducative de Maubeuge, donc 2 collèges, le collège Vauban et le collège Jules Verne et le micro-lycée, et puis les acteurs du territoire. Et là, c'est l'éducation nationale directement, via les dispositifs de cité éducative, qui vont aller alimenter financièrement ce projet dans un partenariat extrêmement fin et articulé. Dans le bassin minier, on a travaillé avec la ville d'Avion. La ville d'Avion a contribué via la politique de la ville à financer le projet.
Voilà, après, on a été à Roubaix, à Berck, à Caudry, à Ville-d'Ascq, à Longnes, à Saint-Omer, à Saint-Quentin, à Lomme, à Saint-Quentin. C'est une exception qui n'est pas Nord-Pas-de-Calais, qui est Picarde. Et du coup, voilà, à chaque territoire, à chaque partenariat, on va aller chercher des financements spécifiques qui vont venir soit du territoire lui-même, donc agglomération, ville, soit des services de l'État. J'imagine que les écoles de la deuxième chance, en particulier à Roubaix, doivent être des partenaires. Exactement, on a travaillé avec 3 ou 4 écoles de la deuxième chance à Roubaix et ailleurs, et c'est intéressant. Mais nous, ce qui nous questionne dans le projet, c'est qu'on essaie de mixer les personnes et j'aime pas ce mot public, mais et les communautés en fait. Oui. On essaie de pas isoler en fait simplement que des jeunes qui viendraient de la mission locale de Roubaix ou de Tourcoing, que des jeunes qui viendraient de l'école de la deuxième chance, que des collégiens. Vous avez participé le 28 janvier à une restitution de ce projet dans le cadre d'un autre dispositif qu'on met en place qui s'appelle le Cabaret de l'Union, qui est un rendez-vous en fait mensuel auquel on invite les publics, pendant lequel on invite les publics à discuter de questions liées au travail sur la base de production artistique et d'un débat avec souvent des chercheurs ou des artistes. Et dans le cadre du dernier Cabaret de l'Union, on a mis un focus sur la question de l'orientation des jeunes. Donc on s'est saisi d'une partie du projet des mots et gestes du travail pour le mettre en lumière. Oui, alors parmi les partenaires institutionnels qui financent, mais aussi qui prêtent des forces vives à votre action éducative, qui associe étroitement jeunesse au pluriel et culture au pluriel, maintenant on est convaincu de cela, j'aimerais peut-être que vous puissiez nous dire un petit peu comment les enseignants adhèrent ou pas à cette pédagogie, parce que à travers les principes que vous énoncez, à travers les valeurs que vous exprimez, moi je retrouve des sources d'inspiration dans le mouvement d'éducation nouvelle, dans les écoles freinées, pourquoi pas Montessori, la dimension du sensible, etc. Donc, d'une certaine manière, vous réinventez tout un patrimoine éducatif que nous avons depuis plus d'un siècle. Et je trouve qu'il y a une dimension vraiment extraordinaire à cela. Alors, est-ce que les enseignants y trouvent des sources d'inspiration ? Ou alors, est-ce qu'ils considèrent que non, chacun doit rester dans sa sphère, les enseignants transmettent le savoir pur et abstrait, et puis vous faites de l'animation socio-culturelle. Bien sûr, je grossis un peu, mais c'est pour peut-être que vous puissiez trancher un peu dans ce débat, quoi. Est-ce que vraiment il y a une volonté de marcher ensemble, ou chacun doit rester chez soi ? Alors tout se fait dans le processus de rencontre et de construction commune de ces aventures. De ces aventures de projet au long cours, parce que je le rappelle, le projet a commencé fin 2016. Là, on a travaillé avec un peu plus de 1000 jeunes dans la région Hauts-de-France, ce qui n'est pas tout à fait rien quand même, avec beaucoup d'enseignants et beaucoup d'éducateurs, beaucoup de chargés de mission, d'accompagnateurs. Et tout se fait dans le processus de dialogue, c'est-à-dire que à partir du moment où on tisse un lien avec des encadrants, avec des institutions, on va tout de suite parler des enjeux du projet. À la fois les enjeux de fond, de contenu, quelles sont les représentations que les jeunes ont aujourd'hui du travail, de quoi sont construits, sont faits leurs imaginaires, de quelle matière ces imaginaires sont-ils faits. Et puis aussi, on va aussi beaucoup évoquer le processus en fait, et les formes du processus du projet, en disant on amène des artistes qui font partie d'un collectif transdisciplinaire, étymologie poétique, qui vont chercher dans la langue française la question du sens des mots et ils vont essayer de faire résonner le sens de ces mots-là avec ce que ces jeunes-là ont à nous raconter. C'est des planches de facilitation graphique, donc on a eu des profs très très volontaires qui étaient parfois des profs de sciences physiques par exemple. Pas du tout des profs de français ou d'art plastique. Alors on en a eu aussi évidemment, ils sont très intéressés par la question de la langue. C'est pour vous dire que ça c'est transdisciplinaire, ça traverse en fait de façon horizontale les enjeux de ce projet-là traversent de façon horizontale les spécialités du corps enseignant. Et c'est assez intéressant parce que quand Jean-Marc Flau commence ses ateliers d'écriture, la première séance d'ateliers d'écriture, alors c'est des séances, il y en a 3, 4 ou 5, c'est pas juste une séance d'ateliers d'écriture et après on s'en va. Donc c'est 4 ou 5 séances d'ateliers d'écriture. La première, en général, il sort pas le stylo. C'est une séance où il est en face des jeunes et il leur raconte son travail d'écrivain. Il essaie de les faire s'exprimer sur leur vision du travail, sur leurs expériences. Et là-dedans, l'enseignant ou l'éducateur ou l'encadrant, il est essentiel parce qu'il doit à la fois pas être
complètement en distance, au fond de la classe contre un mur en attendant que ça se passe, et à la fois ne pas être complètement dans l'interventionnisme forcené. Il est dans l'accompagnement. Et quand on fait un retour, une évaluation avec les enseignants, ils sont toujours étonnés de la façon dont leurs élèves, par le biais de la question de la créativité, du sensible, arrivent à dire quelque chose de leur univers intime par le prisme du travail. Je ne sais pas si je m'exprime correctement ou si je suis clair, mais en tout cas, il y a toujours ce moment magique où les profs nous disent « mais ils nous ont jamais dit ça en fait, ils nous ont jamais écrit ça ». Parce que la fonction d'enseignant, c'est de transmettre du savoir. Et donc ils ne peuvent pas tout faire. Et donc prendre ce chemin de traverse en disant « on va aller explorer ailleurs la façon dont ces jeunes-là expriment quelque chose du monde dans lequel ils sont », c'est toujours intéressant. Donc voilà, on a les deux bouts de la chaîne. En amont, on prépare bien les choses en se mettant bien d'accord sur les enjeux, le processus avec les enseignants. Et en aval, on évalue la plus-value, comme vous le disiez, de ce travail-là pour des enseignants. Et ils en redemandent en général. Alors nous, on peut pas tout faire. On est sur énormément de territoires, donc on peut pas reproduire comme ça de façon infinie avec les classes différentes dans un même territoire. Mais en tout cas, il y a, je pense que, je vais être très immodeste, mais je pense qu'on ouvre une brèche en fait là, qui est intéressante, et j'ai envie de croire que l'éducation nationale, notamment, mais pas que, pourrait s'en saisir pour pouvoir développer eux-mêmes en fait des expérimentations, dans différents collèges ou dans différents lycées. D'ailleurs, je suis en lien avec un inspecteur de lettres qui est très intéressé par la démarche, par exemple. Donc il y a aussi au niveau, de l'institution éducation nationale, de l'intérêt qui est porté à nos affaires. Je voudrais sans la nommer jusqu'au bout. Alors on pourrait terminer peut-être par les familles, parce que tout commence par les familles. Il n'est pas anormal que tout revienne aussi aux familles. Peut-être si vous pouvez dire 2 mots sur la dimension intergénérationnelle qui vous tient à cœur aussi. Alors on l'a souvent essayé de la travailler. On est souvent tombé sur des écueils, pour être tout à fait clair avec vous, parce que les institutions qui encadrent les jeunes cloisonnent quand même un petit peu cette question du rapport aux familles, que ce soit l'éducation nationale ou d'autres institutions. Et donc on a tenté une expérimentation cette année, en tout cas cette année scolaire, 2021-2022, avec la cité éducative de Maubeuge, qui est un dispositif qui réunit 2 collèges et un micro-lycée. Et là, on est en train d'essayer de tricoter un atelier avec des adultes, avec les parents des enfants qui sont des jeunes collégiens, et notamment les mamans qui siègent au conseil d'administration du collège. Avec qui j'ai eu un échange avec ma collègue sur les enjeux en fait de faire un atelier avec elle, et c'était très intéressant parce que tout de suite, très rapidement a surgi le rapport que leurs enfants en fait, en tout cas les représentations que leurs enfants ont de leur travail de maman, parce qu'elle revendique le fait d'être à la fois médecin, taxi, maîtresse, infirmière, et j'en passe et des meilleurs, quoi. On dit, non, on a un psychologue, on a un vrai boulot, quoi. Et ce boulot-là, sauf qu'il est invisibilisé, y compris aux yeux de nos enfants. Et donc voilà, on est en train de travailler là-dessus, et je pense que ça va être extrêmement riche. Alors, à moins que vous souhaitiez, pour terminer, développer votre prochaine initiative, on pourrait peut-être se quitter comme ça. Alors, si vous m'y invitez, donc je vais le faire très volontiers. Merci beaucoup. Donc, la prochaine initiative de Travail et Culture, ça sera donc le Cabaret de l'Union, une des soirées dont j'ai parlé, qui s'appelle le Rendez-vous du Fluvial, qui abordera les enjeux autour des métiers le long des voies d'eau. Et ça se déroulera au Musée des Beaux-Arts, dans l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de Lille, le 10 mars 2022. En partenariat, en collaboration, à l'invitation de l'Université populaire de Lille. Et donc, ça sera l'occasion de vous montrer un film qui s'appelle Le temps d'un fleuve, que Travail et Culture a produit. Je disais, on met des artistes en résidence dans des lieux de travail. Donc là, c'est sur un territoire de travail, le territoire des fleuves. Donc, Le temps d'un fleuve d'une artiste qui s'appelle Lorena Zileruelo. Et le débat aura lieu après en présence de l'artiste et d'un chercheur, Ludovic Vaillant, qui est économiste au CEREMA. Voilà, c'est le 10 mars 2022 à 18h à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille.
Merci beaucoup. Alors, sans vous quitter tout de suite, je prends le relais au niveau d'Aléa, l'Esprit d'Archimède, pour vous donner les rendez-vous du mois de février. Donc, le 22 février, nous aurons Olivier Petit, qui nous parlera de la thématique de l'eau. On vient de l'évoquer à l'instant. Le répondant de cette conférence sera Francis Mélier, qui est un spécialiste de cette question. Il nous parlera de l'agir en commun pour un usage durable de l'eau agricole. Puis j'aurai l'honneur et l'amitié d'accueillir Christophe Unomski, qui est notre directeur de l'école des sciences humaines à la Maison de la Recherche, et qui nous parlera dans le cadre du cycle des transitions, il nous parlera précisément des aspects socio-économiques de la santé entre contraintes budgétaires et soucis du bien commun. Le 8 mars, nous retrouverons Jean-Paul Delahaye, bien connu parmi les auditeurs d'Aléa, qui nous fera une conférence sur les transitions mathématiques entre discret et continu. Et enfin, nous terminerons la saison d'hiver par la conférence du 15 mars avec Éric Masson, qui évoquera dans le cadre du cycle de l'eau l'ESCO, un bassin versant transfrontalier. Cette conférence sera animée par Francis Mélier. Je vous renvoie à notre site esprit-archimède.org et je remercie à nouveau très chaleureusement tous nos partenaires, la Faculté des sciences et des technologies, l'Université de Lille qui nous accueille avec Radio Campus, la Société de physique, la Société de géologie, le Forum départemental des sciences, l'Amphi Serla et tous ces personnels techniques et administratifs qui rendent possible ces rendez-vous. Et puis la chaîne Web TV qui vous permet de regarder les conférences d'Aléa en replay sur la plateforme de l'université. Et je vous dis à très bientôt. Merci.